par le centre culturel Le Sangor pour fêter la journée des droits des femmes du 8 mars. Étant donné la situation Covid, nous avons plutôt réfléchi à inviter les actrices et les femmes qui se mobilisent pour rendre la culture plus accessible en Belgique. Aujourd'hui, nous avons invité Sivias et Élise Dutrieux pour nous parler de cette ASBL et qu'est-ce qu'elle fait pour se battre pour le droit des femmes dans la musique. Mais pour commencer, j'aimerais introduire une petite histoire, l'histoire de la harpiste Anna Lelks de l'Orchestre Philharmonique de Vienne qui devra attendre 20 ans avant d'être enfin titularisée et reconnue comme membre de l'orchestre. Elle devient la première femme de l'ensemble en 1997 et ce changement est dû aux féministes états-uniennes qui avaient lancé un boycott contre cet orchestre qui n'acceptait pas les femmes. Cela mettait en péril le concert dans la magnifique salle de New York, le Carnegie Hall, et il dut donc la titulariser et l'accepter. Si la musique semble être un art pur et asexué, il n'en est rien et nous le prouvent les nombreux travaux de la sociologue Hyacinthe Ravette sur les orchestres, Marie Bouscato sur le milieu jazz ou encore la pionnière Suzanne McLary. C'est pour combattre ces inégalités et améliorer la représentation homme-femme dans le milieu de la musique que Sivias existe. Et bonjour Élise. Bonjour. Est-ce que tu veux tout d'abord te présenter ? Je m'appelle Élise Dutrieux, je suis cofondatrice de Sivias et ex-coordinatrice parce que je passe la main ce mois d'avril et voilà. Et sinon, je travaille, je milite très fort sur la place des femmes dans la musique et en particulier la musique électronique à travers un blog qui s'appelle L'Amande des eaux. Voilà. Ok. Du coup, tu as cofondé Sivias ? Oui, tout à fait. Comment est née cette structure, ce mouvement ? Il est né suite à un article qui a été publié par Charline Cauchy, qui est une journaliste indépendante, mais là qui avait écrit pour la RTBF et qui dénonçait justement la rareté de femmes inscrites au concours circuit. Enfin, elle parlait à la fois des sélections, mais elle parlait aussi du manque de femmes inscrites. Et donc, suite à cet article, comme moi j'étais déjà très active sur le sujet, que j'avais écrit un mémoire à l'université, que je poursuivais mes recherches, je me suis dit, tiens, comment en fait on peut agir ? Parce que dans le cadre de l'agence où je travaillais, donc Wallonie-Bruxelles Musique, on n'avait pas spécialement les moyens de le faire. Et donc on s'est dit, tiens, autant contacter directement l'ASBL court-circuit et se mettre en lien. Et donc, suite à ça, on a proposé à d'autres structures, institutions qui sont actives dans le développement de carrière musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles de nous rejoindre. Et Sivias est né comme ça. Est-ce que du coup tu peux un peu nous expliquer les buts de cette ASBL et ses missions Alors ce n'est pas une ASBL. Ah ok, je pensais. Non, pour le moment c'est vraiment plutôt une association de structures. Vous n'êtes pas reconnu juridiquement Non, pas encore. Okay. On n'a pas de statut juridique, mais par contre on est en train de l'affirmer puisque là le Conseil de la musique va justement engager la coordinatrice. Donc jusqu'à présent, moi je m'occupais de la coordination, mais tout dans mes missions à Wallonie-Bruxelles Musique. Et le but, en quelque sorte, c'est de pouvoir justement parler de ces questions-là ouvertement et de se mettre en alliance pour pouvoir trouver des solutions. Et donc on se rend compte qu'on a un grand rôle d'information parce que c'est surtout ça qui manque, c'est-à-dire d'avoir des clés de compréhension parce que les acteurs et les actrices du secteur ont envie de ce changement-là, mais ils savent juste pas comment s'y prendre. Et donc pour le moment, les missions s'axent surtout là-dessus et puis aussi de récolter un maximum de données à travers le rapport qui est publié chaque année. Qui là a été publié en septembre dernier. Et donc il y a la mission d'information, la mission de visibilisation, et puis ensuite il y a d'autres initiatives qu'on fait comme des rencontres, des workshops, mais ça pour le moment on a été un peu bloqué parce que le confinement est vraiment arrivé au moment où on pouvait tout doucement commencer à affirmer cet aspect-là. J'ai vu que vous avez aussi créé une charte que peuvent rejoindre des institutions. Elle consiste en quoi cette charte et qui peut la rejoindre ? On peut être amis ou signataire, enfin si tu peux un peu expliquer cette charte. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux statuts parce que à la base en fait, quand on a créé Sivias, on s'est dit on va faire un projet entre institutions parce que on a les moyens financiers de le faire et donc on n'avait pas envie d'imposer que ça apparaisse un peu comme on a un projet et alors vous devez vous adapter. Et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait plein de structures qui avaient envie aussi de rejoindre, donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de l'ouvrir et donc c'est pour ça que le statut de signataire est apparu. Mais c'est surtout que parfois c'est aussi important de se mettre en réseau et il y avait des structures qui correspondaient pas au statut de signataire mais qui avaient quand même envie de s'affilier au projet et donc le statut Amis 2 est apparu suite à ça et donc les amis sont à la fois des structures à l'étranger ou alors même je sais pas des collectifs féministes ou des initiatives qui finalement
sont déjà actives à leur niveau et qu'on peut mettre aussi en visibilité et qu'on peut créer une alliance. Enfin, je sais pas très français comme je le dis, mais en gros oui, c'est une forme d'alliance là où les signataires sont vraiment actifs dans la possibilité de changement à leur niveau et vont prendre les ressources que Civias met à la disposition pour pouvoir le faire. Et donc, qui peut rejoindre Civias pour le moment, c'est sous forme de formulaire Google, donc c'est assez simple. L'idée, c'est si on rejoint en signant ce formulaire et en reconnaissant la charte dont tu parlais, qui énonce un certain nombre de points, comme par exemple le fait de reconnaître qu'il y a des discriminations, le fait d'essayer de mettre en action des choses dans sa structure pour pouvoir mettre en place un changement. Et puis il y a des petites choses comme essayer d'utiliser l'écriture inclusive ou alors vraiment des trucs plus concrets comme récolter des données et les donner à Civias dans le cadre du rapport. Et donc les structures qui sont capables et qui ont envie de s'investir remplissent le formulaire Google et puis ensuite ils font partie du projet. Et à terme, on aimerait bien, évidemment, affirmer un peu plus les bases parce qu'une charte, c'est pas non plus très contraignant. Même si on n'a pas envie non plus d'être contraignant, on a envie de pouvoir avancer ensemble et voir les choses à long terme et pas juste dire, demain vous allez devoir faire 50-50 en programmation. Enfin, il y a des choses comme ça qui nous semblaient un peu pas très juste pour des structures qui ont envie quand même de s'investir. Donc on essaie d'évoluer en fonction de ce qui apparaît et des rencontres que l'on peut faire dans ce cadre-là. Vu que tu as été dès le début dans la création de Civias, est-ce que vous avez rencontré des réticences, des critiques ou des murs, entre guillemets, dans la création Eh bien, pas du tout. Au contraire, on a vu que, évidemment, on a eu des réflexions parce que je pense il y a certaines personnes qui déjà se sentent pas nécessairement je dirais pas soutenues, mais c'est très compliqué le secteur de la musique parce que il suffit pas de faire de la musique pour en vivre. Le statut d'artiste est quand même assez compliqué en Belgique, donc il y a ce truc où évidemment quand on parle de discrimination positive, ça titille et il y en a qui trouvent ça injuste. Donc de ce point de vue-là, évidemment, c'est évoqué, on entend beaucoup aussi que c'est la question de l'éducation et que du coup on parle vraiment de symptômes et que là si on travaille pas le sujet dès le départ, que c'est un peu perdu. Mais au contraire, la plupart du temps, c'était plutôt positif et il y avait une envie. Il faut juste trouver les moyens et c'était encore ça qu'il fallait appuyer en affirmant vraiment les bases de Civias et notamment en engageant un ou une coordinatrice pour ce projet. Donc voilà, il y a quelque chose où c'était plutôt enthousiasmant et au contraire, on a tendance à prendre les remarques négatives et à les prendre au sérieux parce qu'elles sont importantes. Constructives aussi. Voilà, c'est ça. Et le projet se construit justement en partenariat. C'est pas quelque chose qui apparaît comme ça au milieu de rien et auquel les actrices doivent s'adapter, quoi. C'est pas du tout le but. Ok. T'as déjà parlé de ce rapport, du fameux rapport Civias. Est-ce que tu pourrais, c'est peut-être un gros boulot, mais résumer un petit peu ce rapport ou qu'est-ce qu'il a démontré? Enfin, peut-être pour déjà un peu t'aider dans ce boulot-là, mais qu'il y a beaucoup de métiers qui sont genrés dans le milieu de la musique, qu'il y a beaucoup plus d'hommes programmés, on remarquait dans les festivals, sur les scènes aussi en Belgique. Voilà, est-ce que tu as envie d'un peu parler de ce rapport et peut-être de nous dire ce qui t'a le plus choqué dans les chiffres? Est-ce que j'ai toujours besoin de rappeler quand on parle du rapport, parce que pour moi il n'est pas du tout représentatif du secteur musical, parce que ce sont des structures qui avaient envie de changer et qu'en en entend ça a déjà super fort évolué. Donc déjà de montrer le contraste entre le rapport numéro 0, même s'il n'était pas mis en page, qu'il était assez confus parce que c'était vraiment bricolé, et le rapport numéro 1, c'est hyper important de voir l'évolution parce qu'en fait les structures qui nous ont rejoints en 2019 avaient déjà mis en action des choses, donc elles se sont il y avait déjà une transformation. Mais après on s'est rendu compte, par exemple, notamment grâce à l'enquête de Court-Circuit qui fait chaque année une enquête auprès de ses membres, que en fait les chiffres étaient pas du tout pareils. Donc c'est un peu positif par rapport à ce qui se fait réellement, parce que les festivals sont toujours en plus
en 2020 ça a été pas mal coincé, donc les statistiques qu'on a sont un petit peu, je dirais pas bancales, mais elles sont pas hyper fiables. Mais par contre, elles mettent déjà quand même en exergue quelque chose, c'est que quand on met en action des choses, il y a déjà du changement. Et parfois les petites mises en action sont hyper importantes et contribuent quand même à une évolution. Après, ça n'empêche que, par exemple, comme tu le dis, il y a des chiffres qui sont vraiment problématiques, comme le fait que c'est toujours les mêmes métiers qui sont occupés par les femmes, et la plupart du temps sont des métiers qui sont inférieurs ou qui n'ont pas de poste de responsabilité. En tout cas. Voilà, c'est ça. Et on observe que voilà, il y en a beaucoup de femmes à la com ou alors dans des postes administratifs, là où ça reste la direction ou la programmation est majoritairement occupée par des hommes. Et pareil pour les subventions, il y a toujours ce problème de tiens, ok, les subventions sont aussi remises en fonction du nombre de candidatures, mais comment ça se fait que en 2019 il y avait quand même que 20% de subventions accordées à des femmes. Enfin, ce sont des chiffres qui sont assez interpellants et c'est sûr que moi en fait le rapport là, numéro 1, il me réjouissait parce que j'avais vu les chiffres l'année d'avant mais c'est quand même assez interpellant d'observer ça. Et qui a produit ces chiffres du coup? C'est des femmes de la structure Civias bénévolement qui ont fait tout ce travail Alors du coup c'est pour le coup c'est vraiment des femmes parce que c'est principalement moi et Margot et Laura de Court-Circuit. Voilà, on a vraiment tout l'été, on a récolté les chiffres sur base d'un questionnaire. C'était un boulot énorme et surtout en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas formés pour ça. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose qui va être travaillé avec Civias pour la suite. C'est l'idée de faire appel à vraiment des structures qui sont habituées à faire des enquêtes statistiques. Mais en fait c'est la première fois qu'on me pose vraiment la question et j'ai envie de le rappeler. En fait c'est un travail titanesque, ça a pris beaucoup d'énergie et en fait on a donc remis un questionnaire aux signataires que eux remplissaient et nous renvoyaient, mais ça reste des données qui sont quand même parfois assez disparates, on ne sait pas trop exactement comment elles ont été calculées et on peut pas particulièrement les vérifier, quoi. C'est les signataires qui donnent les chiffres, donc il n'y a pas la même méthodologie pour chaque institution, vu que chaque institution peut faire un peu sa manière à elle. Mais exactement, il y a des chiffres pour lesquels c'était pas contestable, dont notamment les métiers, parce que ça, on avait demandé exactement de dire combien il y avait de personnes dans la structure, mais après pour la programmation, il y avait des flous, par exemple le fait que on mettait toujours une catégorie autre parce que voilà il y a aussi des artistes qui se reconnaissent pas dans une catégorie binaire, donc ça c'était important de le mentionner. Ou alors par exemple dans des groupes où on sait pas exactement si telle artiste femme est leaduse ou si elle est plutôt en arrière-plan, on n'a pas exactement les réalités intérieures de ces organisations-là. Donc voilà, il y a quelque chose où il y a toujours un espèce de flou qui persiste, qui considère que c'est la leaduse ou non. Mais en tout cas, on était parti sur l'idée qu'il fallait que ce soit un groupe devenait en quelque sorte féminin s'il y avait 50% des membres qui étaient des femmes, ou alors si la leaduse était une femme. Ok. De toute façon, dans votre rapport, pour ceux que ça intéresse, et celles que ça intéresse qui est sur Internet, vous le dites dès le début que c'est fait par vous-même, que la méthodologie est peut-être pas la plus scientifique, mais que la démarche, en tout cas, est honnête et objective le plus possible. Donc ça, c'est hyper chouette de le reconnaître dès le début. Et ça reste un gros boulot quand même qui est novateur, en tout cas pour Bruxelles, Belgique, quoi. Mais oui, tout à fait. Et puis en fait, comme ça montre aussi que, alors là, il y a le Fakir qui a fait une enquête qui s'appelle Trajectoire musicale et qui est plutôt sur, quelle femme joue quel instrument et essayer d'observer un petit peu quelles sont les trajectoires des artistes professionnels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas de données de cette sorte en Fédération. En France, on a beaucoup plus, contrairement à la Belgique. Parce que déjà, il y a beaucoup d'études de genre. Il faut savoir qu'en Belgique, le premier master études de genre a été créé il y a 2 ans. En France, en fait, notamment par exemple à Toulouse, c'est un des lieux où il y a eu le plus de recherches sur le sujet. Et alors, n'en parlons pas des États-Unis, c'est encore plus important. Les Canada aussi sont pas mal. Mais c'est ça. Et donc, c'est clair qu'il y a un manque ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je l'ai remarqué quand j'ai écrit mon mémoire il y a 4 ans. Ça fait 5 ans maintenant. Ça a pas mal changé depuis. Mais il y avait aucune source en fait. On savait même pas. Donc là, ça a été un travail où on partait un peu de rien et pour lequel on a dû se baser la plupart du temps sur des informations justement sur la France qui étaient assez faciles à transférer mais qui sont quand même pas les mêmes. Donc c'est important à prendre en compte. Ouais. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le secteur de la musique, c'est qu'il fonctionne beaucoup par réseau à travers des acteurs ou des actrices qu'on ne connaît pas toujours. Pour des personnes qui s'y connaissent pas, le milieu reste obscur. Comment on programme un artiste ou une artiste?
comment un musicien ou une musicienne trouve un booker, un label, sort un morceau, est-il ou est-elle diffusé à la radio. Et justement, tu avais dit le rapport disait qu'actuellement les agences de booking qui servent de relais auprès des labels et autres structures n'ont pas montré d'intérêt à rejoindre Civias jusqu'à présent. Est-ce que depuis il y a eu un contact avec ces agences? Est-ce que se sont un petit peu réveillées ou ça reste intouchable par Civias? À ma connaissance, à part si ça a changé depuis jeudi dernier, on n'a toujours pas eu de demande. Je crois qu'en fait c'est aussi une des sphères les plus commerciales du secteur. Ouais. Donc c'est intéressant de voir en fait qui veut bien s'approprier ces questions ou pas. Et je crois que la plupart des salles ou festivals qui nous ont rejoints parlaient beaucoup un peu d'impuissance par rapport à ça, en se disant ben oui, en quelque sorte c'est eux qu'on pointe des doigts, mais ils sont le symptôme d'une longue chaîne. Mm-hmm. Et donc du coup en effet, où sont les agences de booking? C'est un vrai questionnement. J'ai pas encore de réponse là-dessus parce que je sais pas ce qui se passe en interne, comment ils gèrent ça. Je sais que par exemple ça a été très facile pour des agences de RP, mais RP? Voilà, de représentants de presse. Okay. Donc voilà, c'est assez curieux de se dire tiens, qu'est-ce qui fait que vraiment à cet endroit-là c'est silence radio. On peut aussi trouver dans le rapport les besoins de Civias. De quoi vous aurez besoin entre guillemets pour améliorer l'égalité homme-femme. Vous avez mis également en place une écoute pour les femmes artistes, il me semble, avec Collectif FS. C'était un projet en fait qu'on voulait mettre en place mais qui a été bloqué suite au confinement l'année dernière. Okay. Alors je sais pas exactement si ça va pouvoir avoir lieu dans le futur parce que évidemment le temps passe vite et que les choses évoluent, donc je verrai ce que ma successeur fera. Mais en tout cas, c'était en effet un projet de groupe de parole, c'est-à-dire de se rassembler et de pouvoir, en non-mixité, pouvoir évoquer des situations et pouvoir simplement libérer cette parole-là, même dans un espace qui est sécurisé et pas public. C'est hyper précieux et FS faisait déjà ça, notamment pas mal dans des écoles d'art, donc ils l'ont déjà fait à l'ERG. Et là, du coup, ça me semblait super logique de pouvoir transférer ça dans le milieu musical, mais c'est pas quelque chose qui peut se faire en ligne de la même manière que ça se ferait dans une salle. Oui, c'est un peu dommage. J'espère que ça pourra avoir lieu à l'avenir parce que cette parole elle est hyper importante et que la laisser parfois sur les réseaux sociaux c'est pas toujours le plus simple parce qu'il y a beaucoup de retours de bâton et parfois simplement dire une fois tout haut quelque chose qu'on a vécu et qui nous a bloqué, c'est hyper important et on se rend compte que les femmes ont vraiment du mal à pouvoir s'exprimer simplement et libérer cette parole-là. Ouais. Il y a déjà une libération avec MeToo, on en parlera après, mais il y a déjà une libération de parole. Mais juste pour finir peut-être avec ce rapport, vous parlez aussi dans les besoins de penser en tout cas la place des minorités trans et racisées dans le projet Civias. Est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce qu'il y a déjà eu des réflexions par rapport à ça ou malheureusement est-ce qu'avec le Covid tout a été ralenti c'est pareil, en fait c'était vraiment un des projets qu'on voulait lancer pour début 2021. Donc l'idée c'était vraiment de partir à partir de septembre du rapport, mais on s'est rendu compte qu'en fait déjà suite à mon départ aussi, parce que voilà, moi, il y avait d'autres choses qui m'appelaient et mes fonctions à WebM se finissaient, donc il fallait évidemment nommer quelqu'un pour pouvoir reprendre la coordination. Et ça a été l'occasion en fait de repenser vraiment la base, comme je disais tout à l'heure, à la fois l'affirmer et pouvoir avoir quelque chose de durable et tous les petits justement questionnements qu'on avait, qu'on gardait, pouvoir les éclaircir justement pour la suite. Et donc suite à ça, on a décidé de reporter ce projet et plutôt le faire pour la prochaine étape au moment où tout sera en place et où justement on pourra organiser enfin des événements, parce que de ce point de vue-là, la question de l'intersectionnalité, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des femmes qui cumulaient en fait les discriminations, et la question justement du racisme semblait hyper urgente et je crois que ça a un peu réveillé tout le monde dans le milieu musical suite à l'action qui a été faite en juin dernier avec Black Lives Matter, qui s'appelle The Show Must Be Paused. Donc on s'est rendu compte que voilà, nous on pouvait pas spécialement dire voilà, le projet concerne les femmes, mais aussi la question du racisme, ça devenait très large et on voulait quand même garder vraiment l'objectif de base, mais ça signifiait pas qu'on le pensait pas de manière intersectionnelle. Au contraire, on pouvait l'ouvrir et penser toutes ces
toutes ces problématiques qui sont quand même hyper importantes et qui se relient en fait, qui ne se pensent qu'ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que le cycle de réflexion s'ouvrait sur la question du racisme et ce sera reporté pour le moment où on pourra justement faire des événements publics et organiser des conférences et des rencontres. Mais du coup, je sais que tu pars, que tu vas t'as quitté la structure, mais est-ce que tu connais un peu les prochaines grosses missions futures? T'en as peut-être déjà un peu parlé avec déjà repenser ces places-là de personnes différentes, mais est-ce que t'as envie un peu de nous parler des prochains gros projets quand le Covid aura peut-être disparu un jour, on pourra faire des choses. Oui, c'est ça, cette idée de faire des ateliers, de faire des rencontres, des conférences. On s'est rendu compte que Civias pouvait jouer vraiment un grand rôle d'information et donner des outils. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de structures qui se retrouvaient un peu, j'ai envie d'agir, mais je sais pas à quel niveau. Donc, de ce point de vue-là, on a vraiment réfléchi à des outils. Donc, il y a des guides, notamment, qui sont en cours de rédaction, sur lesquels j'ai contribué, notamment avec l'aide de Sarah Bouatous. Et qui va être publié prochainement. Mais il y a aussi, par exemple, on avait vraiment l'envie d'affirmer un peu mieux la base objective de l'enquête pour avoir vraiment des chiffres qui sont hyper fiables. Donc de ce point de vue-là, il y a des collaborations qui vont se faire aussi. Donc il y a ça, il y a le cycle de réflexion qui est quand même hyper important. Et donc ça montre aussi la démarche d'ouverture. À quoi je pense aussi dans les prochains projets. Oui, c'est ce que j'ai en tête là. J'ai pas listé avant de venir. Ok. Je voulais aussi un peu plus peut-être parler de la place des femmes dans le milieu de la musique de manière plus générale, vu que c'est un domaine que tu connais un peu à travers ton mémoire dans la musique électronique. Et rappeler en fait que même si, comme j'ai déjà dit, la musique semble être asexuée et qu'on dirait qu'il n'y a pas d'obligation pour un homme ou une femme de jouer un instrument, les recherches historiques montrent que souvent les instruments de musique, en tout cas en Europe, sont sexués en fonction de l'époque et de la société. Et donc il y a des instruments qui peuvent rester des interdits pour les femmes. Je pense par exemple aux instruments à vent qu'il faut mettre dans la bouche, qui sont liés à des connotations sexuelles qui peuvent déformer le visage et qui vont souvent rester interdits aux femmes. Je sais que t'es DJ, qui est quand même une profession plus vue comme masculine. C'est lié à de la technique, à l'électronique. C'est de la technicité qui est souvent refusée entre guillemets aux femmes. Comment ça se fait que tu t'es lancée dans cette voie entre guillemets? C'est très difficile et d'autant plus quand tu me dis en face en me regardant dans les yeux, tu es DJ. Je suis là, oulala. Oui, en fait, il y a un moment. Tu as pratiqué en tout cas. Mais je me suis dit, j'adore ça. C'est une de mes passions. Je fais des sélections musicales depuis des années. Mais le moment, en fait, simplement de dire, en fait, je vais le mettre noir sur blanc que je suis DJ parce que sinon personne me proposera des DJ sets. Et rien que ça, en fait, de pouvoir juste se faire identifier, c'est hyper important. Et donc oui, en effet, je me considère comme DJ, mais je pense n'importe quel DJ me dirait peut-être que j'ai pas une bonne technique, je sais pas. Mais en tout cas, le fait est que c'est un matériel qui coûte extrêmement cher, qui est assez complexe et sur lequel c'est très difficile de s'entraîner. Donc j'ai dû demander et d'ailleurs ça n'a pas été une mince affaire parce que je me suis entraînée chez quelqu'un sur des patines qui sont pas nécessairement des pionnières et la plupart du temps ça demande, quand on va jouer dans une salle, on demande déjà un matériel qu'on connaît mais on peut avoir des mauvaises blagues, c'est-à-dire qu'ils nous présentent pas exactement le matériel qu'on attend et en même temps mixer sur son ordinateur c'est quand même pas du tout la même expérience. Donc il y a toute cette question là en effet de se dire tiens, à qui on demande, la plupart du temps c'est des garçons. Il y a un entre-soi qui est quand même très puissant. Il y a quelque chose aussi où je me souviens que j'avais eu cette discussion avec un musicien qui est même pas du tout DJ et qui a déjà fait quelques DJ sets et il me disait mais c'est trop facile d'utiliser les effets sur la platine et en fait moi j'étais là mais non, j'en fais des rêves où je m'entraîne en fait tellement c'était quelque chose qui me stressait parce que j'avais tellement peur de me gourer et je sens bien par exemple même avec mon compagnon quand lui utilise la machine va être là un peu, il va expérimenter, parfois il coupe le son et je suis là mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en panique totale et moi il y a quelque chose où c'est vraiment très sérieux parce que j'ai très envie de le faire et voilà, je sens qu'il y a une certaine liberté en fait avec l'outil que chez les hommes de mon entourage que j'ai pas du tout ressenti chez les femmes qui justement se prennent souvent
très très au sérieux et sont très stressés et ont très peur aussi en fait que ça rate. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de confronter les deux expériences. Et en effet, du coup, dans la recherche que j'ai fait, il y avait vraiment cette idée, comme Hyacinthe Ravet, des instruments qui sont masculins ou féminins, notamment parce que physiquement c'est plus présentable et donc on hérite ça de la Renaissance et d'avant, parce que même à l'Antiquité, on observe déjà que sur les peintures, les femmes étaient plutôt vers la flûte ou vers des instruments qui rappellent en quelque sorte la grâce, la beauté, le charme. Et pas la puissance, comme par exemple la batterie et même d'ailleurs la figure du DJ, parce que aujourd'hui quand on regarde le DJ, c'est un peu un espèce de prêtre qui rend les foules en transe. Il y a vraiment cette idée assez impressionnante du DJ. Donc prendre cette place-là, elle est quand même assez compliquée, vu qu'on n'a pas spécialement, on n'identifie pas en fait ce rôle chez les femmes. Mais il y a aussi en effet le fait d'utiliser une technique qui n'est pas du tout en fait quelque chose qu'on considère comme féminin. Donc l'instrument de musique, c'est une technique, parce qu'il faut évidemment l'apprendre. Je veux dire, jouer de la flûte, c'est sympa, mais si on n'a pas un peu de base, ça sonne vraiment pas bien. Et il y a aussi le matériel technique de l'informatique pour la musique électronique, et c'est ça qui fait que beaucoup de femmes se sentent peut-être pas. Alors moi, je pars aussi du principe que on pense qu'elles ne se sentent pas, mais est-ce qu'il y en a qui ont essayé et qui n'ont juste pas eu la visibilité qu'elles auraient pu avoir si elles avaient été des hommes. Donc il faut toujours garder en tête que c'est une idée reçue aussi, de se dire tiens, peut-être qu'elles se sentent pas légitimes vers cet outil-là. Il y a toujours eu des femmes musiciennes, et ça c'est important de le dire, au Moyen-Âge, à la Renaissance, maintenant. C'est juste que on n'a pas le même rapport aux archives, elles sont pas diffusées de la même manière. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut toujours remettre en perspective, se dire tiens, quelle est la visibilité en fait de ces artistes. Et puis à côté de ça, la question de la légitimité, moi pour l'avoir expérimenté, comme je disais au début avec le terme DJ, c'est réel, il y a vraiment des peurs, il y a quelque chose où on n'a pas vraiment de la même manière droit à l'erreur, et donc ça fout pas mal de pression. Je peux comprendre que beaucoup aient du mal à passer ce cap-là. Et j'ai l'impression qu'une femme serait plus réticente à se coller ce mot DJ qui est quand même fort, alors qu'un homme, s'il a fait 1 heure d'exercice, il serait là, je suis DJ, et il va le mettre directement sur internet et il en parlera fièrement. Mais c'est ça, et après c'est super difficile, parce que je dis pas que les hommes ont aucun doute et qu'ils y vont, c'est vraiment, on parle un peu de grande tendance. Voilà, grande tendance. Avec toujours des exceptions. C'est sûr que je sais que moi je me suis moins mis les moyens. J'ai eu beaucoup plus peur de passer le pas, alors que c'est quand même quelque chose que je rêve de faire depuis plus de 10 ans. Des sélections musicales, j'en ai toujours fait. Mais passer ce pas-là, il est hyper compliqué et c'est réel. Mais justement, dans ton mémoire, tu as interrogé des femmes qui étaient dans la musique électronique, et tu disais qu'on pense qu'il n'y en a pas, mais il y en a justement, mais elles sont très peu connues. Donc c'est toujours cette histoire d'invisibilisation. Comment ça se fait quand même encore actuellement les femmes DJ sont ou seraient invisibilisées selon toi? Alors j'imagine que là c'est tout doucement en train de changer, parce qu'on parle 5 ans après cette recherche, le moment où elle a commencé. Donc là, il y a déjà eu énormément de changements, c'est assez fou de voir. Mais après, c'est plus au moment où j'avais commencé cette réflexion-là, j'observais qu'il y avait vraiment un genre musical où il y avait énormément de femmes, mais pas que des femmes racisées, des femmes trans, il y avait vraiment des figures qui étaient complètement en dehors des cadres. Et je pense qu'en fait l'outil informatique et l'accessibilité de cet outil-là et la démocratisation a permis vraiment à de plus en plus de femmes de s'approprier et de s'inventer aussi d'autres formes de musicalité. Et donc de ce point de vue-là, c'est hyper enrichissant d'observer cette scène qui, en fait, ce qu'on appelle un peu la future musique, mais c'est toujours marrant de voir les noms apparaissent comme ça, et ils sont toujours très originaux et impressionnants. Donc il y a 5 ans, c'était la future musique, mais aujourd'hui, on est dans le futur, en un sens. Mais je pense à des figures comme Sophie, Fatima Al-Qadri, Jeline, qui ont vraiment su faire un espèce de passage entre la pop, l'expérimental, et qui justement jouent très fort avec ces catégories et ces manières de segmenter la musique pour un peu mieux déconstruire. Et elles déconstruisent à la fois les identités et les identités musicales, et donc le genre
au sens large. Après, je pense que les femmes restent quand même toujours dans les marges, dans le sens où c'est quand même pas aussi rentable, tout simplement parce que elles sont moins connues, et donc organiser une soirée avec une tête d'affiche qui est un peu moins connue que le reste, c'est toujours une prise de risque, et que les programmateurs ou parce que l'événementiel reste aussi un secteur économique, donc voilà, il y a quand même une prise de risque qui est pas toujours faite. Et puis après il y a le sexisme aussi qui revient toujours de mais on préfère programmer la qualité plutôt que la quantité, donc ça on l'entend encore maintenant, c'est du sexisme de base. Je pense si la plupart du temps déjà de changer le prisme. En tout cas moi mes sélections par exemple, je fais que des femmes, c'est hallucinant de voir le nombre d'artistes. Je fais des DJ sets, c'est hyper simple de faire des trucs dansants ou alors plus calmes, ou alors c'est un parti pris en fait, et c'est un prisme, et une fois qu'on commence à aller fouiner, à aller chercher, on découvre des choses qui sont ça, on découvre une nouvelle culture mais c'est ça, un peu cachée même tout à fait. Et il y a vraiment cette idée de marge du fait que les femmes sont toujours il y avait quelque chose aussi que Myriam Pruvot m'avait fait remarquer, que je trouvais vraiment passionnante. C'est une artiste, elle justement, qui est un peu entre la musique, la performance, le spectacle vivant, et et l'improvisation beaucoup. Elle s'inspire très fort, notamment de la figure des troubaïrites et des trouvresses moyenâgeuses, fin du Moyen-Âge. Et elle parlait justement du fait que pour pouvoir survivre dans ce secteur-là, elles doivent justement être à la frontière de plein de pratiques. Et donc ça amène justement des musiques qui sont parfois inclassables, qui sont improgrammables, qui sont pas subventionnables. Donc il y a ce truc où ça, en un sens, c'est leur technique de survie, et en même temps ça les coince parce que le secteur est quand même très organisé et très cadré. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, c'est que ça amène à aller trouver d'autres chemins et faire d'autres terriers un petit peu autour. Et peut-être pour la petite anecdote plus personnelle, mais moi je lis beaucoup de littérature de science-fiction, et je me suis rendu compte à un moment donné que je lisais que des hommes et que des hommes blancs. Donc j'ai dû aller fouiner pour découvrir des autrices, Ursula Le Guin que je recommande fois 10 000, et c'est quand même fou, à quel point je la connaissais pas, parce qu'elle est quand même connue, on va pas le nier, elle est quand même connue, mais elle n'était pas autant valorisée qu'un Isaac Asimov ou un Philippe K. Dick. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que inconsciemment, en fait, je me mettais des œillères, et je passais à côté d'énormément de femmes artistes qui sont quand même connues, valorisées, mais pas autant que les hommes, et du coup qui vont être moins accessibles, entre guillemets, quoi. La littérature de science-fiction, c'est très intéressant parce que il y a aussi énormément de femmes qui sont pas traduites, ou alors quand elles sont traduites, elles sont mal traduites. Et je pense notamment, donc là pour le moment on est en train de publier, je dirais les maisons d'édition republient Octavia Butler, mais qui n'a pas été traduite en français avant, je pense, 2015. Donc déjà ça c'est hyper important. Et alors il y a aussi une autre autrice, là j'ai un trou de mémoire. Est-ce que c'est l'Argentine? Non, alors c'est vrai qu'en Argentine très connue, mais j'ai oublié son nom. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui étaient traduites récemment aussi, parce qu'Ursula Le Guin justement, elle aimait beaucoup et elle l'a valorisé. Donc il y a l'édition La Volte en France qui l'a traduit il y a quelques années, mais c'est tout nouveau, quoi. Alors que je crois qu'en Argentine, elle est vraiment connue comme pilier, quoi. Ah oui, et du coup je vois pas du tout. Moi je pensais à une américaine qui a notamment fait le bouquin de Female Male. Qui a été traduit par l'autre moitié de l'homme, donc ça n'a rien à voir avec le titre anglais. C'est un peu bof, hein. Mais c'est ça, et je pense en fait la littérature de science-fiction, d'ailleurs Ursula Le Guin en parle assez bien dans ses bouquins, souffre aussi de quelque chose, c'est que c'est un genre qui est un peu méprisé, et du coup qui est mal traduit, qui est mal diffusé. C'est le mépris de classe, hein. Exactement. On trouve aussi dans la musique, la bonne musique, la mauvaise musique, la musique savante, la musique... il y a clairement ça dans la littérature. Un livre de SF, est-ce qu'il peut recevoir un prix de l'Académie française? Mais c'est ça, et à part si vraiment c'est de l'anticipation, il faut que ce soit un format très particulier, mais c'est fou, oui, de se dire à quel moment et comment les femmes en fait se jouent de ces catégories-là, et les comment dire, enfin, j'ai le mot, elles pervertissent, mais c'est pas ça en fait, c'est juste elles se jouent de ça, elles déconstruisent cet espace-là aussi. Ouais. Ce qui est assez riche à découvrir du coup. Mais c'est triste que je ne me souviens pas du nom de cette autrice, mais de Female Male. Ok. On pourra déjà checker le titre si ça intéresse certains ou certaines. Mais du coup, on a parlé aussi de cette invisibilisation des femmes musiciennes avec les femmes DJ, du fait que les instruments sont aussi genrés. Et il y a quand même une chose que les femmes subissent le plus, ou en tout cas de manière très forte, c'est le harcèlement. Et je voulais lire un extrait d'un article de Mediapart qui est sorti en
qui est ressorti récemment, il me semble, sur musique, l'industrie qui n'aimait pas les femmes. Et on a beaucoup de témoignages, dont un: tout le monde devient star de la chanson en couchant avec moi, et si vous me refusez, vous n'aurez aucune chance. C'est entendu dire une jeune femme. Va falloir bouger d'une grande ville de l'ouest de la France, entre parenthèses, parce que je m'occupais de ta réputation, fais-moi confiance, aurait lancé un patron de café-concert à une jeune femme qui avait refusé de coucher avec lui. Donc voilà, il y a la parole qui se libère avec MeToo, la parole qui se libère aussi dans le milieu de la musique, mais on se rend compte vraiment que c'est un milieu qui est où il y a de harcèlement aussi très fort, parce qu'on travaille la nuit, les femmes peuvent être toutes seules, peuvent être jeunes, et donc c'est des moments qui favorisent peut-être ces agressions. Comment, Sylvias, je pense que vous essayez aussi de lutter contre ça, comment vous essayez de lutter contre ces formes d'harcèlement ou d'agression? Pour le moment, justement, c'est vraiment encore jeune, et c'est pas, comment dire, ça fait partie des démarches d'information que Sylvias veut justement explorer, mais c'est quand même un travail qui est très particulier. Et pour le moment, je crois qu'on est dans une grosse période d'entre-deux, en fait. C'est qu'en effet, il y a plein d'initiatives qui naissent, et je pense au Canada notamment, il y a des choses dont on peut s'inspirer qui sont hyper intéressantes, notamment sur les festivals, ils distribuent des flyers ou comment draguer, en fait, simplement des tutoriels. Oui, et alors du coup, il est mis en fait, le consentement, c'est ça, et donc du coup, ça permet justement d'éviter ce genre de situation. Il y avait aussi alors je sais pas si c'est au Canada au même événement, mais en tout cas il y avait des personnes ressources sur place, donc comme des espèces de drapeaux, vous venez de vivre une situation de harcèlement ou une agression, venez nous en parler, pour que ces paroles soient prises au sérieux. Le fait de pouvoir justement aussi permettre un espace sécurisé pour que les femmes puissent, si elles veulent porter plainte, y avoir accès plus facilement. Il y a plein d'initiatives dans ce genre-là qui existent et qui sont hyper intéressantes. Et c'est clair que quand je parle d'entre-deux, c'est parce que on est un peu à ce moment où il faut qu'on aille chercher ailleurs, et il y a plein d'extrêmement bonnes idées, mais pour le moment, on est encore dans cette espèce de phase de dénonciation qui est très 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 stressante, je pense, pour beaucoup de femmes, et qui met aussi, je pense, le secteur un peu mal à l'aise, parce qu'il sait pas exactement comment se positionner. Mais en fait, il y a quelque chose à prendre à bras le corps là maintenant, et à affirmer, et simplement pas en faisant l'autruche et en se disant voilà, il y a cette enquête, on va l'oublier. Non, en fait, il faut agir, c'est réel. Et je pense que Sylvias peut faire justement la démarche d'information, mais pour le reste, c'est quand même encore très compliqué. Ouais, bien sûr. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas les ressources là-dessus, et je pense que la question du harcèlement, c'est un peu quelque chose où je suis très humainement fragilisée par ça, parce que je veux dire, on est toutes un moment confrontées à ça. On a toutes un moment vécu une situation où on réalise 5 ans après, en fait, j'ai été agressée sexuellement, mais je le savais pas, parce que ça me semblait normal dans une situation globale, en fait, depuis qu'on a grandi. Donc, je crois que la génération qui vient sur la question du harcèlement, elle est pas la même que celle qui a précédé. Ouais, et ce soulèvement-là, il est hyper précieux, il est hyper impressionnant. J'espère juste que toutes ces femmes qui justement mettent ça en place prennent soin d'elles, parce que mentalement, c'est quand même très très difficile. Et puis je pense que ça viendra aussi avec une meilleure représentation des femmes dans les œuvres culturelles, parce qu'il y a un peu la boucle de l'œuvre culturelle qui influence les visions, enfin la représentation des femmes, du coup qui influence la société, puis la société qui elle-même influence les œuvres culturelles, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, au final. Et si on montre que des œuvres culturelles où il y a la culture du viol et que ça diffuse cette image que si la femme a pas dit non, en fait elle le voulait, si elle réagit pas c'est qu'elle veut, mais clairement on n'aura toujours pas compris alors c'est quoi le consentement ou Clairement, et comme tu dis, comme Iris Bray d'ailleurs en parle très bien dans son bouquin, c'est vraiment le collectif fait sa cité dans le podcast. Mais c'est ça, le fait que si tous les films qu'on regarde sont des regards d'hommes, en fait on a un regard qui est biaisé. On n'a pas en fait une image qui représente la société dans son ensemble. Et c'est pareil en fait dans les musées. Je pense que les Guerilla Girls ont vraiment bien géré cet aspect en faisant vraiment des actions et en disant mais en fait je suis pas censée être nue, je suis une femme, j'ai le droit en fait d'être exposée en tant qu'actrice qui peint, et pas juste en tant que modèle et muse, et en fait un corps passif. Peut-être pour ceux et celles qui connaissent pas, expliquez vite que c'est un collectif qui avait travaillé sur des musées, mais c'était aux États-Unis il me semble. C'est en Angleterre principalement. C'était Tiens, bonne question. Après, la culture anglo-saxonne, pour moi, c'est assez lié aussi. Oui, c'est lié. Mais je pense qu'en tout cas, elles sont anglophones, et elles avaient fait des actions dans les musées. Et alors, le MIMA, du coup, c'est... Mais non, il y a le MIMA à Bruxelles. C'était le MoMA. C'est le MoMA à New York, je pense. Ah, c'est peut-être là-bas, alors. Et en fait, elles ont
elles sont toutes anonymes et elles portent des masques de singes. Ouais. Et donc, et je pense que c'est de gorilles même. Et elles ont fait des actions, notamment avec des phrases choc, en montrant que dans tel musée, il y avait 97% il y avait que 3% de femmes qui étaient artistes, mais par contre que elles étaient toutes nues sur les peintures. Et donc elles ont montré vraiment comme se représenter cette manière passive, voilà, toute nue, des nymphes, des muses. C'est toujours quelque chose de passif. C'est une inspiratrice. Et c'est pareil dans la musique en fait. Il y a toujours cette idée de la femme en quelque sorte inspire, mais le génie reste masculin, quoi. Et cette idée de nature comme ça, qui est un peu qui doit être façonnée comme un Pygmalion, qui doit être dominée par l'homme, et qu'on revoit également dans l'écologie. En fait, c'est une espèce de pensée qui est très très large, qui est celle du patriarcat. Elle est très présente aussi dans le secteur musical. Et puis ça pose la question de quelle image on transmet à travers les musées aux prochaines générations, vu que c'est quand même des lieux qui durent dans le temps, qu'on visite à travers les époques, les années en tout cas, et quelle image on a envie de transmettre de la femme, des personnes racisées, de plein de types de personnes qui sont pas en tout cas des hommes blancs, quoi. Oui, et il y a la question du validisme aussi, donc il y a toujours vraiment l'idée d'un corps puissant, masculin, viril, et qui est même pas en fait adapté à la plupart des hommes qu'on connaît. Il y a une étude en Allemagne qui montrait qu'en fait même quand on listait les critères de la masculinité, et que des hommes qui répondaient à ces critères répondaient à toutes les questions, en fait ils les remplissaient même pas. Chacun avait en quelque sorte quelque chose qui clochait. Mais c'est terrible en fait de se dire ça. Qu'est-ce qu'on interprète en fait, quelle fiction. Et je pense Paul B. Preciado parle hyper bien de ça en fait, la fiction hétérosexuelle, la fiction masculiniste, la fiction, enfin tout ça c'est des espèces de films en fait qu'on s'est fait, des histoires qu'on se raconte et qui sont pas du tout réelles par rapport à ce qu'on voit dans la vraie vie. Totalement. Et ça me permet de faire une très bonne transition, en tout cas avec le groupe des femmes qui travaillaient sur les musées. C'est la question de se fédérer, des réseaux qui se créent. J'ai l'impression qu'à Bruxelles, en Belgique en tout cas, il y a de plus en plus de réseaux qui se créent pour les femmes dans l'art, dans la culture. Quels sont les intérêts de ce genre de réseau, et de parler aussi par exemple, pour les personnes qui ne connaissent pas, un événement comme le festival Voix des femmes à Liège, qui met à l'honneur que des femmes au sein de son festival. Quels sont les intérêts de ce genre d'événement, de ce genre de réseau, de se regrouper en tout cas entre femmes en non-mixité, puis après aussi inviter les hommes aux événements, mais de valoriser en tout cas la femme. Mais Voix de femmes existe depuis 30 ans. Ah ok, je savais pas du tout par contre. Mais voilà. Je savais pas que c'était aussi vieux, 30 ans. Mais c'est ça, et je pense que c'est quand même jeune au final, mais ça fait beaucoup. Mais oui, mais en fait des initiatives comme ça, elles existent depuis, mais là, justement dans la dernière newsletter de Voix de Femmes qui était envoyée hier, mais alors du coup on enregistre ce podcast en avance, mais on parle justement du collectif MMS qui en Suède a justement mis en valeur le travail de The Distaff Side, et qui en fait sont un collectif de femmes dans les arts visuels, dans l'impression et dans les métiers du livre, qui dans les années 30 militaient déjà pour mettre en valeur la place des femmes et justement expliquer que c'était un métier où les femmes étaient présentes, contrairement en fait à ce qu'on voyait partout, parce qu'on pense que l'imprimerie a été inventée par Gutenberg et que voilà c'est comme ça, et que la réalité c'est que c'était un métier d'homme. Mais non, en fait les femmes se sont rassemblées de tout temps, elles se sont réunies. Même à l'Antiquité, enfin, Sappho était sur une île qui s'appelle Lesbos, et dont le mot lesbien d'ailleurs vient, qui était aussi des communautés de femmes. Enfin, elles se sont réunies de tout temps, elles se sont associées. Hildegarde de Bingen et ses couvents, c'était en fait aussi des endroits où les femmes étaient. Qui a donné le nom de Sivias, quand même. Oui, voilà, exactement. Bah, c'était aussi des associations de femmes avec le but de la religion, mais c'était quand même des femmes qui étaient réunies entre elles. Les béguinages aussi. Les béguinages, ouais. En Belgique, on en a beaucoup. Mais c'est ça. Donc en fait, ça existait de tout temps. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est toujours apparu comme une menace. Il y a toujours cette idée où c'est mal vu. Je sais bien que quand on lit un peu les bios de Hildegarde de Bingen, elle était plus ou moins mal vue justement par les autres monastères alentours qui étaient dirigés par des hommes. Donc il y a toujours un peu une menace des femmes quand elles se réunissent. Et en fait, pourtant, c'est nécessaire, c'est essentiel, parce que c'est un espace, je pense,
qui est hyper important de pouvoir simplement se référer, se protéger, s'encourager. Et je pense les syndicats sont majoritairement masculins, où il y a une image un peu du syndicalisme comme ou alors les comment on appelle ça, les fraternités, ou en fait ça existe aussi pour les hommes, mais il y a quelque chose où c'est des hautes sphères, c'est déjà des sphères de pouvoir, et les femmes en fait ont besoin de se donner du pouvoir aussi, et le pouvoir passe aussi par l'encouragement mutuel. Après, pour revenir à Voix de Femmes et les organisations, les événements, les événements, le fait de faire des programmations 100% féminines, ça c'est vraiment pour une nécessité, parce qu'on se rend compte, notamment Stéphane de Les Femmes sans Mêle racontait aussi que même si ça existe depuis 30 ans, c'est des événements qui sont remerciés de la part des femmes, parce que c'est un cadre en fait où elles sont respectées, où elles sont accueillies de manière correcte. Bienveillant aussi, voilà, j'imagine. Il y a une bienveillance, et il y a aussi le fait que ces programmations, elles sont encore essentielles. Ce sont des artistes, la plupart du temps, qui sont pas encore diffusés à grande échelle en fait, et qui n'ont pas spécialement la possibilité de jouer dans des salles qui sont reconnues, ou alors qui n'ont pas le même cadre, elles sont pas toujours en tête d'affiche. Enfin voilà, c'est intéressant de voir en fait comment ces festivals-là restent essentiels même 30 ans après. Et encore plus à une période où on pense que l'égalité semble être atteinte, mais elle ne l'est pas du tout en fait. Totalement, oui. Et est-ce qu'au final, il y a aussi... j'aime beaucoup ces structures, ces réseaux de femmes où elles restent entre elles, mais il y a toujours cette question de... Est-ce que les femmes, du coup, en restant entre elles, ne sont pas en train de s'ostraciser, et du coup, de ne pas investir le premier réseau de scène de Belgique? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, que ça peut créer aussi ce paradoxe de du coup on reste plus sur la première scène, on crée nos scènes à nous, mais alors on touche pas le public plus général ou oui, ou plus présent. Non, c'est une bonne question. Je pense, en fait, j'aime toujours voir les choses à long terme. Je me dis, si c'est une stratégie qui est encore utilisée, c'est qu'elle est utile, et que les femmes en ont besoin, et voilà. Il y a cette importance aussi de respecter le processus. Après, je pense que c'est aussi au public à être peut-être curieux et à aller plus vers ces événements-là. Après, je ne sais pas exactement comment répondre à cette question, parce que quand je dis que j'aime bien voir les choses à long terme, c'est que j'ai le sentiment que cette non-mixité, elle est aussi essentielle maintenant pour pouvoir plus tard donner de la force et pouvoir transformer ces rapports de force-là. Mais pour le moment, en fait, c'est tellement pas encore possible, parce que l'espace, il est quand même toujours majoritairement dominé par des hommes. Donc, et c'est pareil, un moyen de lutte entre guillemets. Voilà, c'est ça. C'est une forme. Moi, je pense que c'est une stratégie de survie en fait. C'est ce que les femmes doivent faire si elles veulent pouvoir survivre dans ce milieu-là. Mais c'est quand même terrible de se dire qu'on en a encore besoin, quoi. Peut-être que l'idéal, ce serait que ça ne soit plus utile. Mais après, on trouverait d'autres moyens, d'autres choses, je pense. Et je crois que, par exemple, avec Voix de Femmes, c'est un peu la question qui se rencontre maintenant, c'est de se dire, Voix de Femmes, c'est centré sur la place des femmes. La question des femmes racisées était déjà très présente depuis le début, parce que le festival est international et donc inviter des femmes de partout dans le monde, mais elle est quand même plus pareille en fait. Il y a une question qui évolue. Je pense on parle beaucoup dans le féminisme justement de la question intersectionnelle pour ça, parce que beaucoup de femmes racisées avaient le sentiment que dans les années 70, elles avaient le sentiment qui était juste. Je dis pas que c'était juste une impression, mais que elles étaient un peu évacuées des luttes, que leur lutte était moins importante parce qu'il fallait au nom de la place des femmes défendre un peu comme le socialisme dit on défend un humanisme. Oui, et on oublie du coup la place des femmes dans cette lutte-là. Mais c'est ça, et donc il y a toujours un peu ce truc qui permet juste de dire on va pas trop se remettre en question. Je crois que à terme, peut-être dans 60 ans ou 100 ans, je vais pas répondre en leur nom parce que je suis pas directrice de la SBL, mais peut-être que Voix de Femmes devra défendre encore certains types de femmes qui sont toujours dévalorisées dans le secteur, et notamment je pense les femmes racisées ou les femmes qui souffrent de stigmates ou d'handicap ou même je pense la question de la place de l'hétérosexualité est aussi très importante. Donc aujourd'hui là on est dans un bouillon, dans un espèce d'immense volcan qui est passionnant, et à terme qu'est-ce que ça fera apparaître, j'espère qu'il y aura plus de discrimination, mais ça c'est de l'optimisme. On espère. Mais du coup, pour construire ce monde d'après, on voit qu'il y a les réseaux, il y a des nouvelles initiatives pour valoriser les femmes. Vous avez, donc tu l'as déjà dit, Excivias écrit un guide pour essayer d'aider. Est-ce que tu as envie un peu de parler de ce guide? Qu'est-ce qu'il contient?
Quel est le but de ce guide? Le guide, il était là pour donner des outils. Il n'est pas encore sorti, je pense. Non, il n'est pas encore sorti et il est déjà bien avancé. Mais en gros, c'est vraiment de pouvoir lister un petit peu tous les termes de base, parce que voilà, je pense pour toi qui a lu, qui t'est informé, et puis en plus qui est une femme, donc il y a un peu eu cette nécessité de t'informer parce que déjà tu vivais des choses et qu'après c'est quand même pénible. Qu'est-ce que je vis? Je vais aller lire vite. Mais c'est ça, donc ce processus de déconstruction, tu l'as déjà entamé, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore aux bases et qui savent peut-être même pas ce que c'est une discrimination, qui savent pas ce que c'est l'égalité. Par exemple, c'est un mot qui nous semble super naturel, mais qu'est-ce que c'est l'égalité exactement? Un peu comme aujourd'hui, on redécouvre aussi les mots agression sexuelle. On sait pas exactement dans la loi ce que c'est, et puis on découvre qu'en fait, une agression sexuelle, c'est simplement quelqu'un qui met les mains aux fesses. C'est déjà une agression sexuelle. Même un viol qui est encore parfois pas connu, on sait pas vraiment ce que c'est un viol, l'image de l'agresseur dans la nuit dans une ruelle, mais c'est ça. Que la plupart c'est avec des gens proches de nous. C'est des gens proches, c'est des gens de la famille. Qui ne sont pas vus comme des viols du coup. Mais c'est ça. Et donc il y a une réalité, c'est qu'il faut absolument définir les mots de base. Donc les glossaires, je pense qu'ils sont hyper importants déjà. Vous avez fait un glossaire. On a commencé un glossaire, oui. Après c'est compliqué parce que c'est une entreprise qui prend du temps. Il faut peser les mots, il faut savoir quelle intention aussi on pose quand on fait un guide comme ça. Est-ce que c'est quelque chose de rapide ou est-ce que c'est quelque chose de complet? La plupart des guides d'ailleurs dont on s'est inspiré faisaient genre 40 pages, donc il y a vraiment des choses à dire et je crois qu'on pourrait faire même plus que 2 dictionnaires là-dessus. Mais par contre c'est déjà bien de simplement pouvoir lister quelles initiatives les structures peuvent mettre en place concrètement dans leur parce qu'on parle de mise en action au sein de Civias, donc ce sont en gros des objectifs que les structures se fixent. Généralement en fait on parle beaucoup de quota, ou c'est un peu les mots qui reviennent souvent, mais par exemple le quota il est pas nécessairement pensé comme 50-50, il peut être pensé à plus long terme avec des objectifs par année, de se dire tiens voilà, sur 5 ans ce sera 7% de femmes en plus. Et que ce soit progressif. C'est ça. Et toutes ces choses-là en fait je pense c'est ce qui permet en fait à des structures qui veulent se lancer là-dedans de pas avoir non plus des freins en se disant mince, c'est trop dur, on va jamais le faire. C'est ça, c'est énorme, et se sentir complètement démuni face à une transformation aussi large et globale. Donc voilà, il y avait toute cette idée de pouvoir définir les termes, de pouvoir simplement aussi donner des ressources, de pouvoir parler. Je décrivais tout à l'heure comment lutter dans un festival contre le harcèlement simplement en ayant un espace où les personnes peuvent s'exprimer. C'est quelque chose que des festivals ne savent pas s'ils n'ont pas l'information. Donc en gros, l'idée c'est de pouvoir faciliter la prise de... Il y avait aussi un truc que je trouvais hyper important, c'est simplement de pouvoir se dire tiens, je vais mettre en place une formation dans ma structure. C'est quelque chose en fait qui se trouve être de plus en plus urgent. Mais si on n'a pas les contacts, si on n'a pas, si on sait pas exactement sur quoi porterait la formation, je crois que voilà, tout le monde est amené à se déconstruire et comme je disais tout à l'heure, toi tu l'as fait, moi je l'ai fait, je suis pas au bout de mes peines. Il y a énormément de choses encore à déconstruire. Mais par contre, quelqu'un qui a jamais lu, qui a jamais ouvert un bouquin de femmes, et je pense le bouquin d'Alice Coffin en parle d'ailleurs assez bien, c'est simplement de se dire tiens, changer mes sources d'information, c'est déjà changer ma manière d'être au monde. Donc le guide invite aussi à ça. Donc là voilà, je suis un peu en train de faire des spoils en avance, mais c'est trop bien, on a des informations de première classe, première ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'effectivement les formations seraient très utiles, que ce soit même dans les conservatoires, dans les lieux culturels où on enseigne, où il peut aussi y avoir beaucoup de sexisme avec les professeurs. Et il y avait eu une étude qui avait été faite, je ne saurais plus dire le nom de la chercheuse, mais sur les livres en fait de musique qui sont qui enseigne aux enfants les instruments de musique par exemple, et elle avait répertorié tous les dessins qu'il y avait dedans, et souvent en fait donc c'est pour les enfants, il faut se dire vraiment ils sont jeunes, ils sont en primaire, pour leur enseigner le chant ou les instruments de musique, et souvent la fille était vue comme une bergère, une maman assez passif, qui marche dans des prés, enfin c'est des petits dessins qui illustraient les morceaux au-dessus, et l'homme souvent était vu comme plus guerrier, il avait des instruments de musique, il allait à la guerre, enfin il est vraiment... Et on voit que même dans des livres pour des enfants, on reproduit déjà des schémas extrêmement genrés. Et donc du coup, on leur donne une image qui va après perdurer
beaucoup plus tard, quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle les rôles modèles. Oui, voilà. C'est ça, c'est à quoi on s'identifie et si en même temps tout autour de nous dit qu'en fait on va être mère ou alors je sais pas ou il y a plein de trucs ou qu'on aime le rose ou qu'on aime tout ce qui est le dessin. Enfin ça aussi c'est hyper intéressant d'observer comme les activités artistiques elles sont aussi hyper genrées et hyper orientées parce que voilà le marketing est aussi organisé pour ça. Et même comme tu dis des petits dessins moi j'observais ça aussi par exemple dans le manuel d'écriture inclusive qui avait été fait par la FOB. Ça peut être tout à fait maladroit, mais il y avait cette idée que à chaque fois les femmes jouaient des rôles un peu de ah voilà elle joue l'ouvrière et c'était jamais des femmes ouvrières qui étaient photographiées alors que en fait des femmes ouvrières il y en a tellement enfin c'est juste quand on voit une manifestation, on voit des hommes qui manifestent et en même temps, des manifestantes, ça existe, il y en a. Enfin, il y a tout plein de trucs comme ça où l'identification, elle se fait pas si on la met pas en avant, si on montre pas dans le réel comment ça se passe. Du coup, je me suis un peu perdue avec les manifestations, mais je crois que c'est l'importance de l'écriture inclusive aussi, c'est de se dire tiens, ça existe et si c'est nommé, si c'est pas nommé ou si c'est pas vu, ça n'existe pas. Donc, ce qui est l'intérêt des statistiques en fait, c'est que ça. Ou alors nommer l'invisible, montrer l'invisible. C'est ça. Et pareil pour les mots. Je sais bien que par exemple, c'est toujours le podcast Kif Taras. On a beaucoup parlé d'ailleurs de ça. Ce qu'on ne nomme pas n'existe pas, et notamment le fait de vouloir faire disparaître le mot race. En fait, c'est un espèce de tabou. C'est un tabou qui permet de pas parler de racisme. Et donc, du coup, c'est ça qui est... La race d'un point de vue sociologique, bien entendu. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais parce qu'en fait, la race, elle existe en un sens. Quand on observe les animaux ou quand on observe les plantes, il y a un terme, en fait, biologique qui est existant. Le truc, c'est qu'en fait, le racisme parle d'une supériorité d'une race sur une autre, et c'est à ce moment-là que ça devient problématique. Et donc du coup, c'est pas juste en évacuant le mot race que on évacue le racisme. En fait, non, le racisme c'est intrinsèque, c'est systémique. Il faut le nommer pour pouvoir le battre, quoi. Voilà, exactement. Je pense que c'est important de faire exister ces termes, et c'est pareil quand on parle souvent, oui, mais vous parlez du fait que y a un sexisme, mais en même temps, vous êtes sexiste quand vous mettez en valeur les femmes. Mais non, mais en fait, le fameux sexisme positif. Mais voilà, c'est ça. C'est on voit les choses à long terme en fait. On peut pas juste faire disparaître. À contrario, ce qui est marrant, c'est que on va trouver des salles qui vont programmer que des hommes, mais là, on va jamais dire qu'il y a une forme de sexisme parce que ça paraît tellement normal. Puis dès qu'il y a des initiatives où on va programmer un petit peu de femmes, on est là, oula, mais attention. Mais clairement. Mais c'est vraiment c'est drôle, et c'est drôle comme ça titille en fait. Et je pense avec l'écriture inclusive, c'était ce qui revenait aussi, c'est que en un sens, quand on commence à écrire avec l'écriture inclusive, on voit apparaître le féminin dans toutes spontanément. En fait, il y a le mot tous qui est super aussi, mais quand on voit le mot toutes avec TOU avec le point médian TES, en fait on le lit toutes. Et c'est peut-être ça au final qui titille aussi, c'est qu'on n'a pas envie de ça en fait. On n'a pas envie que le féminin, après le féminin, ça titille. Il y a une histoire de binarité, mais on n'a pas envie en fait. Qui peut aussi être critiqué bien sûr, mais c'est encore un autre sujet. Mais c'est un sujet qui est hyper important, et je pense c'est ça qui est hyper riche quand on commence à s'intéresser à la question de la transsexualité et la non-binarité, et en fait toutes les questions qui sont traversées par les luttes LGBTQI++, c'est que c'est d'une richesse, ça pousse en fait à remettre tellement de choses, ça fait parfois bugger le cerveau, mais c'est passionnant en fait. Et je sais bien qu'il y a parfois une forme de fainéantise. On n'a peut-être pas très envie de se remettre en question quand on est assez confortable dans deux catégories. Bien sûr. Donc de ce point de vue-là, ça demande des efforts, c'est certain. Sauf que ces deux catégories ont tellement été naturalisées que ça semble souvent impossible de les remettre en question, alors que... Mais c'est ça. C'est ça. C'est encore un autre débat que je pourrais parler pendant des heures, mais et en même temps, je me dis, on arrive à une époque où c'est de plus en plus démocratisé, et même si parfois les médias transforment ça de manière très stéréotypée à nouveau, on a quand même de plus en plus de moyens de comprendre et d'être à l'écoute de ces actrices, justement parce que le podcast, les livres, il y a des maisons d'édition clandestines, il y a les blogs, il y a des comptes Instagram, c'est quand même hyper riche de se plonger là-dedans. Même le fait que des femmes puissent devenir biologistes ou médecins, elles peuvent aussi remettre en question cette catégorie qui ont été construites par la médecine et la biologie, et les repenser parce qu'elles investissent aussi ces champs-là, quoi. Mais clairement, et
je pense qu'il y a pas mal de tout ce qui est de la question de l'essentialisme qui titille beaucoup, parce qu'en fait, je pense que la plupart des femmes aussi se sont construites en un sens en opposition à ce qu'on considère être le féminin, parce que le féminin était un peu une forme d'impuissance sociale et associé à des valeurs négatives. Voilà. Souvent. Donc du coup, en fait, on a grandi en un sens en masculinisant nos attitudes pour pouvoir survivre dans un monde qui valorise le masculin. Et je crois que c'est ça aussi qui se passe, c'est qu'on se retrouve toutes aussi à un peu se dire, mais tiens, en fait, c'était quoi exactement le féminin, et pourquoi en fait ça c'est pas puissant. Et je crois que c'est aussi la richesse de se dire, bah en fait, de mettre à égalité ces deux formes d'être, et de se dire que c'est des frontières qui sont plus floues et beaucoup plus vastes et beaucoup plus brouillées que ce qu'on pourrait imaginer en fait. Et c'est pas voilà, comme je parlais de qu'est-ce que c'est la masculinité, les mecs ne correspondent pas en fait à la masculinité optimale qu'on aimerait, enfin je sais pas que qui aimerait défendre, mais réfléchir ces fictions-là et simplement les observer comme des choses mouvantes qui évoluent, qui sont passionnantes et qui nous laissent beaucoup de place pour créer. Tout à fait, ouais. Du coup, pour revenir à plutôt la thématique d'essayer d'améliorer le secteur musical, et donc la création de ce guide, et il me semble que vous essayez aussi de mettre en place un mentorat qui existe déjà en France, ou si vous essayez pas de le mettre en place, peut-être aussi avoir ton avis sur cette forme de réseau qui se crée entre femmes. Qu'est-ce que le mentorat, peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent, et les avantages ou les désavantages qui viennent avec? Alors en fait, c'est WBM donc Wallonie Bruxelles Musique, qui a rejoint le projet MEWEM Europe, qui est en fait un projet de mentorat qui a déjà été testé en France et qui du coup s'est exporté sur plusieurs autres pays. On a beaucoup été en contact aussi avec Civias, avec Stéphanie Jembarski qui coordonne le projet WA Mentorat, donc avec la Fédé Lima. Le mentorat en fait c'est hyper précieux parce que ça permet de former des jeunes professionnels du secteur musical. Peut-être juste l'expliquer pour ceux et celles qui ne connaissent pas, en une phrase. L'idée de mentor, c'est ça oui, bah en fait c'est ça, c'est d'avoir une personne qui est déjà professionnalisée, qui a déjà l'expérience dans le milieu et qui va accompagner une jeune professionnelle ou alors qui souhaite se déployer dans un secteur dans son évolution, en apprenant son métier, c'est une espèce de relation de partage en fait, et c'est quelque chose qui se fait déjà parfois naturellement, qui est pas toujours dit tout haut, mais voilà, ça arrive très souvent d'avoir des mentors ou des personnes qui nous inspirent et avec lesquelles on travaille. Mais là, l'idée, c'est vraiment quelque chose qui est organisé et qui permet, sur une année, de faire des rencontres, de se mettre en réseau, et simplement, ça marche à la fois pour les mentorés qui apprennent plein de choses et qui du coup ont une personne de référence, mais aussi pour les mentors parce qu'on observe qu'en fait elles prennent confiance en elles et qu'il y a quelque chose où elles sont oui, elles prennent une place aussi en quelque sorte. Des liens d'affect, d'affection, d'amitié. Enfin, il y a aussi quelque chose qui se joue. Et ça amène de la confiance. Contact, c'est hyper riche comme format. Alors du coup, je sais pas quelle forme ça va prendre avec WBM. Il faudrait interviewer Julien Fournier qui va s'en occuper et notamment sur l'année qui va venir, donc ça commence en septembre de l'année prochaine. Mais là du coup moi j'ai pas encore spécialement de ressources là-dessus, donc voilà. Il y a des réflexions autour de ça en tout cas. Oui, c'est sûr que ça fait partie un peu des moyens, des ressources qui apparaissent pour l'avenir, de se dire en fait ça c'est possible, et de donner les moyens, c'est hyper chouette et hyper riche et c'est précieux. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà fait le tour de pas mal de questions. Une dernière petite question que j'avais aussi posée au collectif FS. Est-ce que tu as une œuvre d'art ou des œuvres d'art ou une artiste ou des artistes à partager aujourd'hui qu'on pourrait après aller découvrir Mais ça, j'en ai 1000. Tu peux te lâcher si tu veux. Mais quoi? Tu peux te lâcher si tu veux. Tu peux en donner plusieurs comme tu le sens. Je vais faire un peu d'autopromo parce que du coup chaque mois je fais des sélections avec que des musiciennes et à chaque fois je présente aussi 5 parcours de femmes dans le milieu de la musique. Alors souvent elles sont aussi c'est pas fixé uniquement sur le genre musical, mais c'est quand même beaucoup plus
c'est quand même un des médiums qu'elles utilisent principalement. Donc là, j'ai évidemment en nom celle que j'ai présentée. Et on peut trouver ça où, cette liste? Donc c'est sur mon blog, La Menthe des eaux. Ok. La menthe, comme la menthe religieuse des eaux. Et l'article s'appelle Petite pluie, mais en fait tous les articles que je fais... Très poétique comme blog. Tous les articles que je fais justement présentent une thématique et avec des sélections musicales qui sont reliées à cette thématique. Donc j'ai parlé des forêts, des animaux, j'ai parlé des sorcières, j'ai parlé de la folk par exemple, l'histoire du mot folk, etc. Donc voilà, là du coup si je dois répéter les noms que j'ai choisis, il y avait Josine, il y avait Marie... mais là je pense à Mary MacLane. Tiens, c'est marrant. Je sais pas pourquoi. C'est pas du tout elle dont je parle dans l'article. Okay. Mais en fait, c'est une autrice du début du XXe siècle qui a écrit un bouquin qui s'appelle Que le diable m'emporte, qui était un best-seller à l'époque. Okay. Et en fait, rien que la première page de ce bouquin où elle est là en train de dire, bah oui, en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement talentueux. Et c'est tellement bizarre de lire ça et de se dire qu'une femme dans les années 1904 a écrit ça, quoi. Et en fait, on ne la connaît plus aujourd'hui, mais c'est vraiment un personnage un peu déjantée parce qu'elle était assez libérée, elle est morte très jeune. Okay. Mais voilà, je pense à elle qui est assez impressionnante. Après, tu parlais de l'époque contemporaine. Comme tu le sens, vraiment, oui. Pas de... C'est dur comme question, parce que je pourrais dire 1000 noms et... Ouais, je comprends, mais c'est vrai que je dis, il n'y a pas d'obligation si tu veux pas en donner beaucoup, si tu veux en donner beaucoup... du coup, je renvoie vers mon blog parce que c'est parfait aussi. Ouais, il y a plein. Je pourrais citer. On parlait d'Ursula Le Guin, mais je pense à Donna Haraway qui est aussi hyper passionnante. Ouais. Je pense en musique, j'écoute énormément Linda Perrax. Je suis une grande fan de Linda Perrax. Elle a sorti un album qui s'appelle Parallélogramme et ça fait partie vraiment des musiciennes des années 70 qui ont été redécouvertes au début des années 2000 parce qu'en fait à cette époque-là on leur disait que c'était pas commercial et donc Sibylle Bayer c'est pareil, Vashti Bunyan qui est un peu plus connue. Et là, du coup, dans mon dernier article, je parle de Suzanne Christie, c'est pareil, elle avait enregistré un album mais pas commercialisable. Et puis alors, il y avait les musiciennes que j'ai citées, plutôt contemporaines, que je trouve passionnantes, comme Jaylene. Enfin voilà, c'est énorme, c'est trop passionnant. C'est non mais là on a déjà de quoi faire une bonne soirée à lire et à écouter, donc c'est parfait. Mais oui, c'est ça. Et puis alors après il y a tout le travail aussi, je pense, de Aware Magazine qui est un webzine en ligne aussi qui met en valeur des artistes peintres plutôt de l'art visuel. Il y a aussi il y a plein de médias en fait qui jouent ce rôle-là et même toutes les newsletters de Voix de Femmes, on met en valeur plein de femmes artistes sans critères, quoi. Donc c'est assez large et c'est assez enrichissant. Ok. Merci beaucoup Élise Dutrieux d'avoir participé à ce podcast, à cette discussion et bonne continuation dans la vie. Merci. Merci.